bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, aujourd'hui avec Fadi El Hadj, pour le 13e épisode de la série Histoire de Tintin, consacrée à Tintin en Amérique latine. Vous retrouvez toutes les autres émissions sur le site parolehistoire.fr, vous pouvez vous abonner via iTunes, Deezer, Spotify, etc. Et vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook et YouTube. Merci et très bonne écoute. Pour parler aujourd'hui de Tintin en Amérique latine, je suis avec Fadi El Hadj. Bonjour. Bonjour. Vous êtes historien moderniste, mais également tintinophile, contributeur du site Cases d'Histoire, où je conseille à tout le monde notamment vos articles sur la guerre dans l'œuvre d'Hergé, dont Tintin. Et on va parler ensemble donc de Tintin en Amérique latine, un continent où il se rend à 3 reprises, aussi bien dans les années 30 dans l'Oreille cassée qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale dans Le Temple du Soleil, et pour finir dans le dernier album achevé de la série dans les années 70 dans Tintin et les Picaros. Donc une présence assez forte si on compare avec l'Afrique subsaharienne ou avec la Chine, où Tintin ne se rend qu'une seule fois, et une Amérique latine qui est à la fois réelle et imaginaire. Dans l'œuvre d'Hergé, il y a ces deux éléments qui coexistent. Oui, tout à fait. C'est les aventures de Tintin en Amérique latine. On dirait que c'est quelque chose, quelque chose d'assez cyclique en fait, puisque on a d'abord, c'est vrai, on va dire des voyages qui ont été soit imposés comme l'URSS ou le Congo belge. Après, le côté un petit peu ciné-western de l'Amérique. Et après, donc, on a le développement au fil de questions internationales. Et l'Oreille cassée lance cette présence en Amérique latine avec justement une question internationale dans les années 30, une fameuse guerre entre donc le Paraguay et la Bolivie. Des États qui sont en fait transposés dans l'œuvre d'Hergé, comme il le fait souvent, comme la Moldavie qui figure différents pays balkaniques. Bien là, il s'agit du San Teodoros et du Nuevo Rico, même si à d'autres moments de l'œuvre, il est question de lieux réels en Amérique latine, le port de Callao, le pays qui est le Pérou. Les deux, l'imaginaire et le réel, coexistent dans ces albums. Oui, c'est quand même une particularité assez forte puisque finalement, on a l'impression qu'il y a des éléments donc réels qui sont présents dans l'œuvre, mais en même temps, on ajoute un petit peu d'imaginaire. Alors, probablement pour un petit peu éloigner le lecteur de l'actualité internationale qui peut être un peu sombre, d'un certain réalisme, mais tout en conservant pour le lecteur un élément pour qu'il garde les pieds sur terre et qu'il soit néanmoins instruit d'une certaine actualité. Ces pays d'Amérique latine, avant d'envisager les albums les uns après les autres, on peut donner quelques caractéristiques un peu générales de leur représentation. D'abord, ce sont des pays avec des paysages très spectaculaires, qu'Hergé se donne un grand plaisir à représenter. La nature est très imposante dans ces différents pays. Oui, la nature, elle est vraiment imposante et surtout elle est très diversifiée puisque d'abord on a bien sûr l'élément portuaire avec une ville portuaire qui ressemble beaucoup et ça peut être assez surprenant quand même. Ça ressemble beaucoup aux villages mexicains tels qu'on les dépeint traditionnellement. Donc au départ, on a d'abord l'idée d'une Amérique latine et d'une Amérique centrale qui sont un peu amalgamées, confondues. Donc c'est comme si on a finalement une Amérique centrale et du Sud qui forment un ensemble cohérent, ce qui n'est pas vrai naturellement, mais c'est le point de départ qu'on a. Et ensuite, ça se développe au fil du trajet. Dans l'Oreille cassée, où on voit des paysages montagneux, on voit la jungle amazonienne. Et donc, nous avons la même chose, bien sûr, pour le Temple du Soleil, mais le Pérou, étant donné que c'est un pays réel, il est beaucoup plus simple de montrer cette diversité géographique, puisque de toute façon, là, avec un pays réel, on peut moins, on va dire, jouer avec la réalité. Et ce sont des paysages qui permettent toutes sortes de péripéties d'aventure, donc là vraiment dans les codes de la BD d'aventure tels qu'Hergé les pratique dans son œuvre, c'est-à-dire des routes escarpées, des chutes spectaculaires, des viaducs, Tintin qui doit sauter à plusieurs reprises d'un train ou d'une voiture pour sauver sa vie, franchir des cascades et des cours d'eau avec des passages secrets. Donc là, le décor fait vraiment partie de la narration et ce côté grandiose du décor sert Hergé dans ses dessins narratifs.
C'est vrai, et c'est un reliquat, à mon avis, de l'origine de Tintin, puisque c'était d'abord, bien sûr, des petits strips, comme on dit, ou des pages qui étaient finalement assez fragmentées, puisque c'était un feuilleton. On voit par exemple pour Tintin au pays des soviets que c'est une suite de presque de sketchs ou de péripéties qu'on retrouve encore après dans les albums suivants. Et donc L'oreille cassée, c'est un peu une bande dessinée pivot au même titre que le Lotus bleu. C'est que l'oreille cassée a une particularité, c'est que Hergé cherchait à attirer le lecteur en l'interrogeant sur la suite des événements et en proposant des suites. Les lecteurs du Petit 20e pouvaient envoyer une réponse, faire des suggestions. Bon, Hergé avait déjà son plan, mais c'était une manière de faire croire au lecteur qu'il participe à l'aventure, à l'écriture de l'aventure. Donc, on garde encore cette idée de péripétie qu'on retrouve moins malgré tout donc dans le Temple du Soleil, où d'ailleurs on peut noter qu'il y a notamment deux versions importantes du Temple du Soleil. Donc une où Hergé, on va dire, s'est fait plaisir, et l'autre donc qui est plus circonscrite pour l'album, et où finalement on a un reliquat de péripéties, mais la trame narrative vraiment, on a l'impression qu'elle domine beaucoup plus, si bien qu'il y a un côté un peu plus carré, voire sérieux. Il y a un parallélisme entre les trois albums qui m'a frappé, c'est le fait que l'aventure se situe presque toujours hors de la ville. La ville est un lieu assez ordonné. En revanche, dès qu'on s'enfonce soit dans la forêt, soit dans les montagnes, soit dans les fleuves, eh bien c'est là qu'on va trouver une tribu à Rumbaya, un temple, un cas caché, ou plus tard un camp de guérilleros écarté comme ça en apparence de la civilisation. Donc il y a cette idée que l'Amérique latine, c'est cet endroit où on s'enfonce dans les profondeurs, et quand on s'enfonce dans les profondeurs, surgit l'aventure. Oui, parce qu'elle suscite beaucoup de fantasmes, cette Amérique latine ou cette Amérique du Sud, puisque on a l'idée de la forêt vierge, des immensités territoriales. On est même à une époque où finalement partir en expédition, soit à pied, soit le long de l'Amazone, soit en avion, relève de l'aventure dont on peut ne pas revenir. D'ailleurs, on voit bien aussi bien dans L'Oreille cassée que dans Tintin et les Picaros la présence d'un personnage, Ridgewell, qui, quand on lit L'Oreille cassée, semble avoir disparu vers 1925, puisque ça fait 10 ans qu'il a disparu. Et c'est là où on voit quand même un paradoxe, d'ailleurs, je voudrais faire une petite parenthèse dessus, c'est qu'on le retrouve chez les Picaros, donc 40 ans plus tard, si bien qu'on a affaire à une disparition finalement vieille de 50 ans pour un personnage qui, au regard de l'inspiration d'Hergé, donc l'inspiration de Ridgewell, c'est Percy Fawcett, eh bien, Ridgewell aurait été âgé de 108 ans dans les Picaros, ce qui est hautement improbable. Et donc, pour reprendre sur cette histoire d'exploration, on a cette idée d'une immensité, d'un territoire, la fameuse forêt vierge, qui suscite beaucoup de fantasmes pour des Européens qui cherchent à cartographier, explorer ou occuper. Parce qu'on a eu toute cette mythologie on va dire des conquistadors, notamment dans des livres pour la jeunesse, et puis aussi ces images de peuples qui euh, sont euh, qui sont perçus par un certain préjugé comme sauvages, de mœurs effrayantes, notamment les Gibaros, qui sont en fait une caricature des Gibaros avec les réductions de tête. D'ailleurs, il est fort probable qu'Hergé soit inspiré du film Au pays du scalp, sorti en 1931, réalisé par un explorateur belge, le marquis de Wavrin, qui justement a popularisé avec son film ces réductions de tête. Et donc ce sous-continent suscite l'aventure. C'est que dès qu'on sort de ce cadre urbain ordonné des anciennes villes coloniales espagnoles ou portugaises, on a l'impression de retrouver tout ce mythe, tout cet Eldorado qu'on essaie de retrouver et que finalement Tintin et Haddock retrouvent, mais en se taisant à tout jamais.
Alors évidemment, le paradoxe que vous avez évoqué pour Ridgewell, il s'appliquerait aussi à Tintin lui-même, finalement, ou au général Alcazar, c'est-à-dire des personnages qui évoluent dans le temps, mais qui ne vieillissent pas ou n'apparaissent pas vieillir. Donc ça, évidemment, c'est l'un des mystères admis de l'œuvre d'Hergé. Je signale au passage que l'expédition de De Wavrin, on avait parlé à ce micro avec Vincent Guiguenot à propos des musées des fétiches, on était revenus aussi sur ces aspects s'agissant de l'oreille cassée. Un aspect intéressant aussi de cette Amérique latine, c'est que contrairement à d'autres lieux visités par Tintin et ses amis, à la Chine où il y a les Chinois, les Japonais, les Occidentaux bien identifiés. Même chose et encore plus pour le Congo où il y a vraiment les Africains et des Européens très séparés. L'Amérique latine, c'est un espace qui semble plus mélangé du point de vue des populations qui y vivent, plus métissé. D'ailleurs, les métis apparaissent en tant que personnages. C'est quelque chose qui reflète aussi la réalité de ces sociétés, mais qui est mis en scène dans les albums. Tout à fait. Et ça, on le voit immédiatement quand Tintin arrive chez Don José Trujillo dans L'Oreille cassée, puisque on a finalement le descendant de colons ou disons un personnage qui descend soit directement de colons espagnols, soit c'est un métis entre guillemets, mais en tout cas on voit bien la différence avec les descendants d'ascendance amérindienne, donc où on les voit comme travailleurs cultivant, en recueillant des fruits. Et on le voit bien avec leur peau plus foncée. Donc, on garde une certaine hiérarchie qui est assez marquée. Et bien sûr, on retrouve ça avec le personnage de Zorino dans le Temple du Soleil, puisque Zorino se fait maltraiter par deux personnages qui sont d'ailleurs considérés comme des occupants, comme le dit Huascar à l'Inca quand Zorino est menacé d'être mis à mort. Au passage, le patronyme Trujillo, il renvoie à un personnage réel qui était le chef d'État de la République dominicaine dans les années 30 et 50. Et du coup, là, on pense que Hergé, comme dans d'autres situations, s'est inspiré évidemment de figures du monde réel. Oui, le monde réel, de toute façon, est extrêmement présent, puisque on le voit avec notamment le marchand d'armes, qui est la parodie de Zaharoff, dans L'Oreille cassée, et puis il y a toujours cette inspiration des fameux dictateurs d'Amérique latine qui prennent le pouvoir, qui perdent le pouvoir, qui cherchent des soutiens de compagnies de compagnies économiques pétrolifères ou fruitières internationales, donc souvent américaines ou anglaises. Et finalement, on baigne dans le réel. Et c'est là qu'on voit que l'album de Tintin en lui-même, notamment donc ces albums antérieurs à la Seconde Guerre mondiale, sont des reportages à l'adresse de la jeunesse. Alors on baigne dans le réel, mais un réel évidemment qui est moqué, puisque Tintin est l'une des expressions les plus fortes de ce terme qu'on retrouve dès le milieu du XXe siècle, l'armée mexicaine, c'est-à-dire une armée dans laquelle il y a plus de généraux que de caporaux. Il y a même une case qui l'illustre exactement dans l'oreille cassée. Et ce sont des sociétés surmilitarisées, ces sociétés sud-américaines ou latino-américaines que représente Hergé. Tout à fait. On a cette fameuse nomination comme colonel aide de camp et le colonel Diaz qui dit qu'il vaudrait mieux le nommer caporal puisqu'on n'a que 49 caporaux et 3487 colonels. Et donc soudainement, Alcazar qui nomme aux emplois au grade de manière complètement désordonnée, rétrograde le colonel Diaz au grade de caporal. Donc on a l'impression justement d'un État, d'une entité où tout le monde est étoilé, où il y a beaucoup de généraux. On a même ça dans les Antilles avec Haïti, où les premiers présidents, la plupart du temps, étaient généraux de division. Et donc, on a cette image finalement d'officiers chamarrés avec des galons, avec de belles épaulettes dorées, d'ailleurs qui sont après transformées en des uniformes un peu plus on va dire, fantasque, modernisé, mais fantasque quand même. Quand Alcazar reprend le pouvoir dans les Picaros, il a une étoile, donc
Donc une étoile pour signifier son grade de général, mais en imitant les grades des États-Unis, mais le plus petit grade des officiers avec une étoile, donc des officiers généraux une étoile. Et puis le général Tapioca qui a une tenue un peu plus, on va dire, pays de l'Est. Et c'est là qu'on observe une espèce d'imitation qui, alors, peut paraître plus subtile que celle dans Tata au Congo avec l'armée équipée à l'européenne, mais en fait qui est vraiment grotesque. Et là, nous avons en réalité beaucoup de généraux qui semblent lancer la guerre facilement, mais on voit que leurs troupes, finalement, ça ressemble plus à des guérilleros. Donc, on a qui sont inspirés d'une révolution à la Zapata ou alors à des personnages comme Pancho Villa, donc toujours côté mexicain, alors qu'après, on a vraiment l'inspiration des guérilleros dans les Picaros, si bien que on dit souvent que Hergé s'est inspiré d'un témoignage de Régis Debray pour les Picaros. On reviendra un peu plus tard sur ces aspects liés à Cuba, effectivement, ou à Guevara pour les Picaros. S'agissant des premières représentations, effectivement, dans l'oreille cassée de ces militaires, pas tous, avec effectivement un partage entre les hommes de troupes habillés de façon un peu désordonnée, avec des uniformes pas toujours très très réglementaires, et puis des généraux très chamarrés, ça s'inspire effectivement sans doute de la Révolution mexicaine, et ça, il faut rappeler que c'est les années 1910, autrement dit, l'enfance d'Hergé qui lui-même a pu transposer un certain nombre d'images, de clichés sur Pancho Villa, par exemple, qu'il avait vu dans sa jeunesse et qu'il a transposé dans ses albums. On est toujours influencé par ce qu'on voit dans l'enfance ou l'adolescence, et là, on peut dire que c'est extrêmement marqué, sans oublier que le cinéma est passé par là. Et naturellement, on a même certains récits qui se sont développés à l'époque. Je rappelle qu'en 1919 aussi a paru aux États-Unis la première aventure de Zorro, par exemple. Donc, on est dans une ambiance où ces images-là se développent autour de combats, d'aventures liés à des territoires latino-américains. L'oreille cassée, c'est donc le premier des albums qui met en scène l'Amérique latine. Alors, on ne va pas revenir longuement sur l'intrigue, on l'a fait d'ailleurs en partie avec Vincent Guigno à ce micro, mais on peut quand même signaler cet épisode tout à fait central dans l'album qui est la guerre déclenchée entre deux pays, une guerre pour des intérêts économiques, motivée par des hommes d'affaires américains en quête de gisements pétrolifères. Là, il y a vraiment un parallèle avec le monde réel. Exactement. En plus, le territoire qui a l'origine du contentieux dans l'oreille cassée, c'est le Grand Chaco. Et c'est une allusion directe au Grand Chaco, qui donc a été à l'origine de cette fameuse guerre du Chaco qui a eu lieu entre la Bolivie et le Paraguay entre 1932 et 1935. D'ailleurs, c'est une guerre qui a gardé comme réputation d'avoir été extrêmement meurtrière pour les forces en présence, pour les belligérants, pour finalement, enfin, pas grand-chose. C'est-à-dire que le Paraguay a été le vainqueur territorial de cette guerre, mais l'origine donc de ce conflit, à savoir un présumé gisement pétrolier, un gisement non pétrolifère présent là-bas, cette origine du conflit a finalement été un un prétexte puisque finalement il n'y avait rien, il n'y avait pas de quoi se battre pour du pétrole puisque ça a plus tenu, on va dire, de la rumeur. Et puis même on raconte que il y avait des prospecteurs qui avaient espéré y trouver du pétrole et pour rentabiliser leurs frais, ils ont voulu exciter un petit peu le conflit entre les deux territoires. Et c'est ce que Hergé montre bien, d'autant plus que on a une allusion directe au trafic d'armes, des armes anciennes, c'est-à-dire on essaie de vendre en occasion les armes de la Première Guerre mondiale pour justement financer après les armes suivantes. Et on observe dans Coq en stock, où il y a la présence d'Alcazar, on observe la revente d'armes de la Seconde Guerre mondiale avec les Mosquitos. Ce personnage de marchand d'armes, vous l'avez un petit peu dit, mais il faut peut-être le préciser pour ceux et celles qui nous écoutent, il est inspiré d'un personnage réel, et là encore, son nom révèle l'allusion transparente à l'actualité. Oui, alors ce personnage a changé de nom
selon les versions, c'est que dans la version d'origine, il s'appelait Mazarov, mais on le connaît souvent sous le nom de Bazarov. Et c'est bien sûr une référence directe à Basil Zaharov, qui était un célèbre marchand d'armes. D'ailleurs, le personnage présent dans l'oreille cassée est un sosie exact du personnage. Et donc Zaharov est un marchand d'armes. Il a fait fortune de cette façon, mais il a aussi suscité beaucoup de critiques pour une raison toute simple. Il était perçu comme l'archétype du personnage cosmopolite qui se met au-dessus des impératifs, des besoins nationaux patriotiques pour en fait faire son business et finalement vendre ses produits au plus offrant. Et là, on retrouve encore ce qui était présent chez Hergé avec le personnage de Rastapopoulos, à savoir quand même une critique de certains personnages extrêmement riches venant de zones méditerranéennes, on va dire compliquées, du fameux Orient compliqué, puisque Zaharov était à la base un sujet de l'Empire ottoman. Et donc, on a cette image négative de la guerre ou des trafics suscités par des personnages dits cosmopolites. Avec effectivement des armes qui sont plus de première jeunesse, puisqu'il explique au général Alcazar que sa toute dernière création, c'est le canon de 75. Le canon de 75, bon, qui a fait ses preuves sur les champs de bataille de 1914, mais qui, au moment où, à la fin des années 30, n'est plus tout à fait du dernier cri technologique. Exactement. Il joue sur la crédulité du général Alcazar. D'ailleurs, on voit que Alcazar est un personnage, c'est vraiment le militaire d'opérette, puisque quand il y a un attentat raté contre lui, juste le bruit de l'explosion l'a rendu malade. Il était tétanisé, ce qui fait il ne paraît pas courageux. Il ne paraît pas courageux et donc il est peu au fait de l'actualité militaire, de l'actualité de l'armement. Donc on peut vraiment lui faire vendre des vessies pour des lanternes. Alors qu'au contraire, chez les Picaros, on le voit quand même un peu plus combatif, mais encore assez bourrin finalement, puisque c'est toujours l'image du personnage qui veut faire un coup d'État, qui veut fusiller ceux qui étaient contre lui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il a la gâchette facile et qu'il fusille à tout va, comme la fameuse image du dictateur sud-américain de base dans l'imaginaire. Alors c'est d'ailleurs très intéressant puisque aussi bien dans l'Oreille cassée que dans les Picaros, on a ce thème du renversement du pouvoir finalement dépourvu de sens politique profond. Et on voit en particulier dans l'Oreille cassée des personnages crier abat le tyran, abat le tyran, et en fait indifféremment pour Alcazar ou pour son adversaire. Et on trouvera un petit peu cette idée dans les albums postérieurs, cette idée que finalement il n'y a pas d'enjeu politique propre si ce n'est conquérir le pouvoir et y rester. Il n'y a pas vraiment d'idéologie tapioquiste ou alcazariste. En tout cas, au début, ça va se compliquer un petit peu dans les Picaros, mais au début, c'est purement un renversement de pouvoir dont il est question. Même chose pour la violence politique qui cherche à éliminer Alcazar, le terroriste qui cherche à le tuer avec une bombe. Il n'y a pas de raison autre que des raisons purement individuelles à ces mouvements politiques. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un côté un petit peu cynique. C'est le pouvoir et rien d'autre, l'intérêt personnel et rien d'autre. Diaz veut tuer Alcazar parce qu'il pense donc il a été disgracié, donc c'est une vengeance personnelle, mais il n'y a pas de véritable idéologie, si bien que quand on voit l'expression récurrente la liberté ou la mort, on se demande si ce n'est pas ironique ou si ce n'est pas finalement un slogan qui a été vidé de sens, un peu comme le Viva la Revolution. Et c'est vrai que la politique, elle paraît inexistante puisque les gens sont des girouettes, les soldats sont des girouettes. On dit Alcazar a pris le pouvoir, donc vive Alcazar. Ah non, Tapioca a repris, donc vive Tapioca. Puis après, de nouveau vive Alcazar. Mais c'est montré de manière encore plus mordante et amère dans les Picaros avec l'image du bidonville, avec les deux policiers et la grande affiche Viva Tapioca. Et donc la capitale qui se fait appeler Tapiocapolis à ce moment-là. Et à la fin de l'album, les mêmes policiers qui passent à ce qui est devenu Alcazaropolis avec la grande affiche Viva Alcazar et toujours le même bidonville. Donc finalement
le petit peuple pauvre reste le petit peuple pauvre qui voit les prises de pouvoir, les coups d'État passer sans que la situation s'améliore pour eux, malgré une apparence avec Tapioca qui fait son discours forcé d'abdication, on peut dire, en ouvrier, paysan, soldat. Donc, le côté dictateur qui veut faire la loi agraire, mais qui finalement ne fait rien. Alors, c'est d'autant plus dommage qu'il semble y avoir eu des idéaux politiques au sein de Théodoros, puisque il y a une statue du général Olivaro. Alors, en ce moment, les statues sont très contestées. Là, on voit qu'Hergé a anticipé un peu le mouvement, puisqu'il a fait décapiter par une bombe ou un boulet la statue. Et le général Olivaro, il est présenté comme libérateur du sang de Théodoros, 1805-1899, ce qui suggère d'ailleurs une chronologie peut-être un petit peu décalée de l'indépendance du pays par rapport à l'Argentine, au Chili, aux pays réels d'Amérique latine. Oui, parce qu'il paraît très très jeune comme libérateur, mais moi j'ai l'impression que cette statue montre toute l'ironie de la libération et on pense forcément à un personnage comme Bolivar qui est mort en disant avoir labouré la mer. C'est que on libère le territoire, mais après, finalement, il n'y a pas l'image d'une construction politique solide. C'est les généraux qui se succèdent, les coups d'État qui se succèdent, et on se demande finalement si cette libération a vraiment eu lieu. D'autant plus que dans ce pays de l'oreille cassée, comme dans l'Amérique latine réelle, l'influence américaine est extrêmement forte et on peut voir d'ailleurs ces albums comme des prolongements par certains côtés de Tintin en Amérique où d'une certaine manière déjà les trusts, les compagnies pétrolifères sont dénoncées. Là, il y a un petit peu un prolongement de cette vision américano-centrée du monde pour Hergé. C'est tout à fait vrai. Et aussi, on a cette dénonciation de trust, de grandes puissances économiques qui finalement font le boulot des coups d'État en faisant et défaisant les gouvernements, en provoquant des guerres, en essayant de tirer des ficelles pour profiter des ventes d'armes, des contrats pétroliers, pardon, et c'est encore plus explicite dans Epicaros quand Tintin, de manière curieusement souriante, et donc est-ce de la résignation ou est-ce un parti pris de la part de Tintin? Eh bien, on voit Tintin expliquer à Haddock que Alcazar est soutenu par l'International Banana Company, qui est en fait United Fruit, notamment cheville ouvrière du coup d'État au Guatemala en 1954. Donc, on a un Alcazar qui est soutenu avec ses picaros par le gouvernement des États-Unis en réalité, tandis que Tapioca devient une marionnette de la bordurie, donc du bloc de l'Est. Et là, on a l'impression que Tintin, soit il voit les choses de manière totalement naïve, soit c'est mine de rien un petit sourire de soutien au bloc de l'Ouest, puisque de toute façon Tintin est en Belgique. Je doute sérieusement qu'il soit un parangon des démocraties dites populaires de l'époque ou alors du communisme, surtout au regard du premier album. Et de ses propres mésaventures en bordurie dans l'affaire Tournesol. Alors, venons-en peut-être au Temple du Soleil, qui est un album intéressant, évidemment dans un diptyque avec les 7 boules de cristal, mais l'Amérique latine proprement dite, on y va dans le Temple du Soleil. Alors, un album intéressant, mais qui évoque finalement moins le présent de l'Amérique latine que son passé et son passé glorieux. Oui, on a le sentiment quand même d'un bel hommage à la civilisation inca et surtout un hommage à l'espoir que cette culture ait survécu et donc n'ait pas été finalement éliminée par la colonisation, puisque Zorino finalement en sait plus que Tintin qui croit naïvement qu'il n'y avait plus d'Inca. Et donc là, on peut se poser quand même la question, est-ce que Hergé a continué cette aventure dans le sillage des 7 boules de cristal, donc finalement, qui est un album qui a été commencé en 1944, donc peu avant la libération de la Belgique. Et donc là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce finalement un reliquat de l'évasion d'Hergé par rapport à la situation de la Belgique donc sous l'occupation, ou alors est-ce que c'est devenu finalement une véritable aventure historique qui a été bien, on va dire, menée, méditée pour finalement faire découvrir une civilisation
présentée comme survivante au lecteur. Là, c'est la question puisque il faudrait réfléchir au moment où il y a eu ce développement un peu plus marqué après la guerre. On voit d'ailleurs dans les planches telles qu'elles ont été publiées dans le journal de Tintin une dimension pédagogique qui n'est pas sans rappeler pour peut-être les plus jeunes d'entre nous le dessin animé Les Cités d'Or qui était suivi d'un petit documentaire. Là, de la même façon, au bas d'un certain nombre de planches d'Hergé, il y a un petit rectangle informatif sur qui étaient les Incas, comment ils vivaient. Donc il y a vraiment cette volonté de raconter une civilisation lointaine, de donner des éléments. Est-ce qu'on sait comment Hergé s'est documenté, comment il a travaillé sur ces questions? Alors sur ce point-là, il faut dire que Hergé a toujours, il a peu voyagé dans sa vie de toute façon. Il a peu voyagé et ça a été quand même conçu à une époque où la situation était un petit peu difficile puisque il a obtenu grâce à Raymond Leblanc un certificat de résistant fictif mais qui lui a permis d'éviter les ennuis et donc il n'était pas dans le voyage mais il reste toujours quand même dans un esprit de documentation, donc notamment avec des ouvrages comme Pérou et Bolivie de Charles Wiener. Donc il reprend même des images trouvées dans ses ouvrages. Donc Hergé, pour moi, c'est vraiment un voyageur par les livres, dans l'esprit. Alors, est-ce que c'est un peu comme Jules Verne? Pourquoi pas? Mais on reste quand même par moment dans une vision un petit peu, on va dire, je dirais de carte postale, mais sans le côté péjoratif de l'expression, on va dire. On le voit notamment avec toute la représentation des Indiens, avec une volonté de distinguer les origines, de parler d'un Indien, véritable Indien Quechua, la volonté de montrer ces chapeaux hauts typiques des hauts plateaux boliviens ou péruviens, les vêtements également. Donc là, il y a un souci de donner des éléments d'authenticité. Oui, on a quand même, on voit une attention parce que les personnages dans le Temple du Soleil ne sont pas caricaturaux. C'est qu'il y a un côté grave, sérieux, qui est, on va dire, beaucoup moins moqueur que certains personnages dans l'oreille cassée où on voit quand même bon les Indiens d'Amazonie un peu plus craintifs. Bon, c'est une image qu'on a souvent donnée puisque on nous raconte souvent l'histoire de l'Indien d'Amazonie qui a été effrayé par l'image, sa propre image sur une photo parce qu'il a cru qu'on lui avait volé son âme. Bon, c'est toujours les vieilles histoires qu'on nous raconte, mais là, on a vraiment une civilisation qui a l'air sérieuse, grave, sûrement suite à tous les événements qui ont été vécus pendant des siècles. D'ailleurs, ça vient aussi avec le contexte du moment. Tintin et Haddock arrivent à l'hôtel Cristobal Colon, donc Christophe Colomb. Et finalement, on a Tintin et Haddock qui restent d'abord dans l'ambiance, on va dire dans le milieu des Européens ayant colonisé l'Amérique latine. Et petit à petit, plus il s'enfonce dans les profondeurs du Pérou, plus il rencontre d'Amérindiens, d'Incas, et plus on les découvre comme des personnages cherchent à se protéger. Ils ont quand même essayé de survivre aux conquistadors, et puis ils essaient de protéger ce qui reste de leur civilisation. Donc, au début, on les prend pour des méchants, puisqu'ils ont leur carabine, ils essaient d'assassiner Tintin et Haddock. Mais petit à petit, on découvre que c'est un réflexe défensif, finalement tout à fait honorable. Et c'est là qu'on comprend que Tintin d'emblée dit je ne dirai jamais où se trouve le Temple du Soleil. Il faut ajouter évidemment tout le passage dans la cité, la citadelle Inca, qui correspond là aussi sans doute à une inspiration directe, quelque chose qui a eu lieu dans la petite enfance d'Hergé, c'est la découverte, ou plutôt la redécouverte du site exceptionnel de Machu Picchu par Hiram Bingham en 1911, quelque chose qui a été l'une des grandes découvertes archéologiques du début du XXe siècle et qui a évidemment imprégné l'imaginaire de l'époque. Oui, c'est cette ambiance de pouvoir toujours trouver quelque chose dans cette Amérique du Sud, euh,
a forcément inspiré. Et on voit donc que on peut encore disparaître dans les profondeurs de l'Amérique, comme le montre Ridgewell, qui par contre, lui, l'a fait sciemment dans l'oreille cassée, alors que le modèle d'Hergé a disparu tout court. Et donc là, Tintin va encore plus loin puisque ce n'est pas une cité, on va dire, abandonnée qui, qu'il découvre. C'est vraiment, il retrouve la civilisation perdue et il trouve en plus l'Eldorado. Donc, il fait, il fait la totale. Et on a l'impression qu'il est en avance finalement sur tous les explorateurs, tous les archéologues de son temps, tout comme après, il va être en avance dans l'aventure spatiale. Ce mine de l'Eldorado, il faut rappeler qu'il a été opérant dès le moment de la découverte, entre guillemets, des Amériques, et encore longtemps, au XVIIIe, au XIXe, et même au début du XXe siècle. Et là, c'est finalement une reformulation à destination de la jeunesse de quelque chose qui a été une figure mythique tout à fait importante. Oui, c'est Hergé joue beaucoup avec les grands imaginaires qu'on a pu avoir en Europe et l'Eldorado, c'est vrai, avait beaucoup influencé la littérature. On le voit même dans Candide de Voltaire. Et finalement, Tintin, il réalise ce que les Européens, puisque c'est quand même, ça reste quand même une bande dessinée qui est vraiment où on suit finalement une pérégrination, une aventure à la mode européenne. Et Tintin arrive à finalement satisfaire les rêves d'aventure, les rêves de découverte des Européens qui avaient espéré trouver cet Eldorado, qui espéraient trouver donc les profondeurs de la forêt vierge en y survivant. Donc Tintin réalise tout ça là où d'autres ont finalement échoué. Alors, il faut ajouter que, n'étant pas spécialiste des cultures précolombiennes, on ne prétend pas évidemment estimer l'exactitude d'Hergé. Il y a Bien d'ailleurs sûr. toute une partie de la page Wikipédia de l'album Le Temple du Soleil qui fait la liste des inexactitudes d'Hergé quant à la représentation de tel ou tel motif, telle ou telle statue au regard des cultures incas ou des autres cultures de la région. Donc évidemment, il est là tributaire aussi de son temps et une documentation qui n'est pas parfaite, mais évidemment l'ambiance qui est restituée est bien celle du monde des Incas. C'est une ambiance qui, par certains côtés, se retrouve aussi dans Tintin et les Picaros, même si là, il s'agit plutôt des Mayas, puisque on va à une pyramide qui rappelle fortement la pyramide de Chichen Itza, aujourd'hui au Mexique. Et donc, cette présence des civilisations précolombiennes, elle parcourt là aussi le dernier album de la série, Tintin et les Picaros. Oui, les Picaros est quand même une aventure à part dans la mesure où on sent que Hergé se sent obligé de faire un album de Tintin. On note d'ailleurs le ralentissement dans les années 60, bon, suite à des problèmes personnels et puis aussi suite à la lassitude envers le personnage. D'ailleurs, les albums de Tintin qu'à titre personnel j'aime le moins, ce sont ceux qui sont produits après Tintin au Tibet. Je sais que beaucoup aiment les bijoux de la Castafiore, que moi je trouve quand même un peu mou et terne par rapport au contexte historique, parce que bon, c'est vrai qu'en tant qu'historien, moi je préfère les albums de Tintin qui collent à des faits historiques et de l'actualité de l'époque, ce qui fait que les albums de Tintin constituent des sources historiques assez intéressantes. Vol 714 pour Sydney, c'est juste une tentative pour escamoter l'univers en ridiculisant le pire ennemi de Tintin. Et donc les Picaros, c'est vraiment l'aventure qui se délite. Tintin qui ne part même pas sauver ses amis billes en tête au départ, qui et finalement Hergé, est-ce qu'il a vraiment porté une réelle attention sur l'exactitude? Alors en même temps, on pourrait dire que le San Theodoros a pu changer de centre de gravité. C'est dans l'oreille cassée, on voit bien le rapport Paraguay-Bolivie, mais est-ce qu'avec le temps, il n'a pas remonté vers le nord? C'est son état fictif. C'est une question qu'on peut se poser, surtout que certains États d'Amérique latine et du Sud ont eu des frontières profondément modifiées au cours de leur histoire, donc avec des déplacements assez marquants, ou même, juste pour prendre un exemple européen, la Pologne qui était totalement décalée vers l'ouest.
On pense évidemment à Cuba, on pense au Nicaragua, à des sandinistes, on pense à tous les pays effectivement d'Amérique centrale ou des Antilles qui ont connu des mouvements de révolution, d'insurrection, d'inspiration communiste. Mais là, effectivement, on sent aussi comme une gêne d'Hergé par rapport à l'actualité, un peu d'ailleurs comme dans Vol 714 pour Sydney, où on joue avec l'idée du terrorisme et du détournement d'avions, mais en même temps pour en faire quelque chose plus comique que réellement dangereux. Là, de la même façon, les mouvements révolutionnaires d'Amérique latine, ils sont un peu tournés en dérision, comme si également Hergé était un peu embarrassé par le contenu idéologique, puisqu'il n'est pas vraiment question d'idéaux des guerrilleros d'Alcazar, des picaros. Ils sont dans la jungle, ils picolent beaucoup et ça s'arrête un petit peu là. Oui, on a l'impression d'une coquille vide. Les personnages ne sont pas développés, ce qui donne un rendu assez anachronique, soit blasé, soit anachronique, puisque on reprend un petit peu disons, les personnages de Tapioca et d'Alcazar qui étaient dans le Roi cassé, donc 40 ans plus tôt. Donc, on se demande quand même comment ils sont restés aussi jeunes 40 ans plus tard. Bon, mais ça on l'a évoqué précédemment. Et Au passage, Alcazar s'est marié, il a trouvé une ravissante épouse. tout à fait. Donc la fameuse Peggy qui est un personnage inspiré d'une femme, d'une membre du Ku Klux Klan vue à la télévision et Hergé avait décidé d'en faire en fait la fille du fameux Mazarov ou Bazarov et ce qui est quand même assez drôle dans la mesure où Zaharov, donc qui avait inspiré ce personnage-là, est mort en 1936. Donc Peggy, on se demande quel âge elle a également, puisque il y a vraiment un décalage pour l'âge de la personne et les faits racontés. Donc c'est extrêmement curieux. Mais on trouve là le même problème que les personnages des Simpsons qui ne grandissent pas alors que toute l'actualité du monde bouge. Alors, il y a quand même quelques allusions, sinon à l'actualité, du moins à une certaine ambiance politique, notamment par le fait que c'est une Amérique latine dans laquelle le régime dictatorial au pouvoir fait appel pour sa police secrète à des gens qui viennent d'Europe orientale ou qui ont un passé trouble, un crâne rasé, un passé trouble, le colonel Spons Esponja. Et là, il y a évidemment une allusion plus ou moins directe au recyclage par certains pays d'Amérique latine des anciens nazis, allemands et autrichiens après la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'est un peu la même chose que le docteur Muller aussi dans les aventures de Tintin dans Coq en stock où il sert de conseiller militaire également. Donc on a un recyclage de tous ces personnages qui incarnaient un État totalitaire, une dictature européenne, puisque faut savoir que donc la Bordurie à l'origine, c'est l'incarnation quand même plutôt de l'Allemagne nazie qui veut annexer donc la Moldavie. Donc c'est un petit peu un parallèle avec l'Anschluss par exemple. Mais mais ici, on a donc une bordurie qui évolue en régime totalitaire qui doit faire penser à un pays de l'Est donc communiste. Mais au final, quand on regarde l'affaire Tournesol, on se demande, à part Plexiglas qui paraît stalinien, est-ce que Spons n'est pas finalement un ancien nazi qui a su finalement se rallier à un régime donc de démocratie populaire type Europe de l'Est communiste et finalement c'est un amalgame entre le conseiller ex-Allemagne nazie devenu conseiller d'une puissance de type pays de l'Est communiste. Donc là il y a un peu un mélange des genres où soit Hergé met, on va dire, dos à dos tous les régimes de type totalitaire, soit il a été vraiment rattrapé par l'actualité et il est obligé de composer et d'un peu bidouiller la perception du monde qu'il avait au départ et qui d'ailleurs s'est profondément modifié et puis petit à petit quand même détaché d'une réalité la plus stricte qui soit après la Seconde Guerre mondiale. On voit ça également, ce côté un peu mélange, pas parfaitement convaincant, avec les faux procès de Moscou qui ont lieu au Centre Théodoros, avec la Castafiore et les Dupont accusés, pour des effets de gag, mais finalement qui perd en force, puisqu'on est quand même loin de l'époque du procureur Wyszynski, des réels procès de 1936, 37 et 38. Donc là, on a quelque chose qui tourne un petit peu à vide dans la mécanique de l'album.
Oui, et c'est ce qu'on peut reprocher à l'album finalement, c'est que on est censé avoir des moments graves et euh, et finalement, on le voit de manière burlesque, mais comme toute la politique sud-américaine telle qu'on l'imagine. Donc, les coups d'État sont assez bouffons. Et d'ailleurs, on voit comment Alcázar reprend le pouvoir déguisé en participant au carnaval. Et ici, on a finalement des procès qui sont bidons, des procès bidons, et en réalité, on peut aussi songer au monde d'Hergé qui est en train d'être escamoté. C'est que Hergé, on dirait qu'il veut vraiment faire perdre en substance à son univers tintinesque sa force et sa puissance. Et d'une certaine manière, cette intrusion d'un autre monde déplaisant dans le monde d'Hergé, il y en avait des signes avant-coureurs dans d'autres albums avec l'intrusion de la famille Lampion au sein de Moulinsart. Là, cette fois, c'est l'arrivée de Lampion et du tourisme de masse dans les espaces jusque-là où seul Tintin, héros intrépide, osait s'aventurer. Cette fois, c'est un bus de touristes qui arrive. Donc là, d'une certaine manière, rien ne va plus dans le schéma des aventures initiales de Tintin qu'Hergé avait imaginé. Oui, Séraphin Lampion est un personnage agaçant, cela va de soi. Et au début, on se dit que c'est un épiphénomène d'abord dans l'affaire Tournesol, même si il est présent au début, on le retrouve à la fin. Et après, on le revoit même dans Coq en stock avec une histoire de course automobile. Et, et donc là, il fait un petit peu Deus ex machina, puisqu'on ne sait pas comment le coup d'État va se faire. Et là, soudainement, Lampion arrive directement avec son autocar. Finalement, il devient un agent essentiel de la prise de pouvoir d'Alcázar, mais sans même le vouloir. Donc, il y a ce côté, la prise de pouvoir est comique, la révolution ne peut pas être prise au sérieux, puisque de toute façon, les régimes politiques, c'est du pareil au même. Et la prise de pouvoir elle-même, elle est présentée comme bouffonne et fantoche, même au même titre que finalement les gouvernements qui se succèdent, qui sont éminemment fantoches, puisque derrière, on a des grandes puissances qui tiennent les ficelles. Alors, comme on a dit du mal de Tintin et les Picaros, je ne peux pas terminer sans vous demander peut-être quel est inversement dans l'œuvre l'album qui vous intéresse le plus ou qui vous a le plus marqué en dehors de ceux qu'on a évoqués. Alors, faut dire que c'est vraiment tout dépend vraiment de ce qu'on cherche dans Tintin. Alors, à titre personnel, j'avais toujours eu une affection pour le sceptre d'autocar, puisque on voit qu'il y a une pression, on voit qu'il peut y avoir une crise politique majeure, et finalement, quand on se renseigne assez rapidement, on voit que c'est très ancré dans son contexte. Donc, c'est pour ça que cet album fait partie de mes préférés. Mais aussi, il faut voir une chose, c'est que quand on prend les albums en version originale et ensuite les albums redessinés, par moment, on perd en puissance. Le sceptre d'autocar, il est conservé, donc c'est pour ça que je l'aime, quelle que soit la version. En revanche, il y en a d'autres qui ont perdu en force, notamment au Pays de l'Or Noir. C'est que c'était un épisode que j'avais toujours trouvé moyen à l'origine. J'ai vraiment réussi à l'apprécier à titre personnel en découvrant les pages qui ont été faites avant l'attaque allemande de la Belgique en mai 40 et aussi avec la version de 1950 qui déjà montre un certain décrochage où il a fallu broder, rattraper l'actualité puisque le thème de l'or noir d'avant-guerre a perdu de son actualité à la finalisation de l'album. Merci beaucoup, Fadi El Hadj. Merci beaucoup, André. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site paroledhistoire.fr pour tous les compléments ainsi que la bibliographie de l'émission. Et à très bientôt pour de nouvelles histoires de Tintin.